Parce que si on évalue ses propres élèves, on est en droit de douter sur la sincérité des notes qui sont données aux élèves. Et je dois également dire que avant d'en arriver là, il y a tout un processus. La Covid est arrivée au Sénégal au mois de mars. Et entre le mois de mars et aujourd'hui, on a sorti 6 déclarations pour nous prononcer sur les différents sujets qui interpellent l'école et les enseignants. Et tout récemment, donc c'est le cas de l'IEF de Thiès. De l'IEF de Thiès, mais également il y a d'autres points que vous avez soulevés dans le communiqué, comme le temps donc accordé aux enseignements, mais aussi les autres élèves qui ont été sacrifiés, surtout les élèves qui étaient dans les classes intermédiaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de manquements que vous avez notés et pouvez-vous revenir sur ça? Il y a énormément de manquements. Le ministre de l'Éducation nationale, à la reprise du 25 juin 2020, avait décidé dans un premier temps d'éliminer la discipline EPS des disciplines à enseigner et à évaluer. Et nous l'avions en son temps, nous l'avions dénoncé, parce que c'est un manque de respect à l'endroit des professeurs d'enseignants, des professeurs d'EPS, qui font également un travail extraordinaire. Mais c'est une épreuve facultative quand même. Non, elle n'est pas facultative. Comment? Elle n'est pas facultative. Au même titre que les autres disciplines, l'EPS est une discipline obligatoire, à moins que vous ne disposiez d'une exemption. Mais au baccalauréat, les notes sont juste rajoutées. S'il y a plus de 10 points, on va rajouter les notes sur les autres matières. Mais justement, il ne faut pas négliger ces points-là, parce que c'est des points qui peuvent aider des candidats à réussir. Mais je pense que le combat, c'est ça. Pourquoi l'épreuve physique est faite comme épreuve facultative au Sénégal? Elle n'est pas une épreuve facultative. C'est une épreuve comme toutes les autres. Oui. Et tous les candidats, à moins qu'ils ne soient exemptés par un médecin, doivent passer cette épreuve-là. Bien sûr. Maintenant, ce que nous regrettons, c'est ce traitement dévalorisant qui est réservé à la discipline EPS et à ses enseignants. Et rien ne justifie cette décision d'exclure l'EPS des matières à évaluer et à enseigner au bac. Parce que la raison principale qui a été convoquée, c'est le Covid. Et il a été démontré par les spécialistes de ces disciplines-là qu'il est bien possible de l'enseigner en respectant les mesures barrières. Sans pour autant faire des contacts. En respectant les mesures barrières. Et nous, tout récemment, à la date du 16 juillet 2020, le ministre a sorti également une lettre pour revenir sur sa décision. Et dire que finalement, la discipline sera évaluée au même titre que les autres. Malheureusement, c'était trop tard. Nous nous en félicitons quand même, parce que c'est ce que nous avions toujours demandé, mais on s'est rendu compte qu'ils ont envoyé aux examens des élèves qui n'avaient aucune préparation. La décision a été prise le 16 et une semaine après, le 23, ces élèves sont allés à l'évaluation, sans préparation, avec des risques d'accident. Et je signale également qu'on nous a beaucoup signalé des cas d'accident au niveau de cette évaluation de PS. Alors, l'ADEPT est encore revenu sur le calendrier scolaire, redéfini d'une manière à seulement sauver l'année scolaire, mais pas pour autant s'armer les élèves d'une bonne préparation pour la classe supérieure. Il y a eu beaucoup de tâtonnements et beaucoup d'incohérences dans la conduite du système éducatif sénégalais depuis quelques mois. Tâtonnement, oui, mais d'incohérence, pourquoi? Incohérence, il y en a plusieurs. Parce qu'à la date du 16 mars 2020, le président de la République prenait la décision de fermer les écoles et les universités. En son temps, nous avions applaudi. Parce que c'est une mesure qui était destinée à protéger les enseignants et les apprenants. Et à ce stade-là, il faut rappeler que le Sénégal ne comptait que quelques dizaines peut-être de cas. Quand la décision de rouvrir a été prise à la date du 25, on avait plusieurs milliers de cas. Ça, c'est une incohérence. Ensuite, quand ils ont pris la décision de rouvrir les classes le 25 juin 2020, ils ont dû proroger l'année scolaire de quelques mois, jusqu'à la fin septembre. D'abord, on a estimé que la décision n'était pas légale, qu'elle violait tout simplement les droits des enseignants qui ont droit à des vacances. Et ces vacances-là leur sont données par une loi, la loi 61-33, qui donne des congés aux enseignants de 3 mois. Mais vous avez reposé quand même plus de 3 mois. Oui, il ne s'agit pas de repos. Il s'agit seulement de dire ce que la loi dit. En l'espèce, un enseignant a droit à 3 mois de vacances scolaires. Et pour le personnel administratif, ils ont droit à 2 mois de vacances scolaires. Donc le président ne peut pas, pour une année qui a démarré en octobre 2019, la proroger jusqu'en fin septembre. Cela veut dire qu'on aura fait 12 mois
c'est une violation des droits. Mais on n'a pas jugé nécessaire d'attaquer ce décret. Parce que de toute façon, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à une équipe gouvernementale qui se cherchait et qui essaie également quelque part d'imputer la responsabilité d'éventuels manquements aux syndicats d'enseignants. C'est pourquoi on n'a pas décidé d'attaquer ce décret devant la Cour suprême. Mais quand il s'agit d'aller en grève pour de l'argent, vous n'hésitez même pas, vous ne pensez même pas à ces critiques de la population. Et quand il s'agit de sacrifier les élèves, vous êtes dans un silence. C'est un mauvais procès qu'on nous fait. Parce que les syndicats d'enseignants ne font pas la grève pour réclamer de l'argent. Ils font la grève pour demander de meilleures conditions de travail. Ils font la grève pour que leur carrière soit prise en compte de façon correcte, ce qu'on appelle les lenteurs administratives. Ils font la grève pour demander leur dû, ce qu'on appelle les rappels. Je dois également préciser que les rappels, ce n'est pas une réclamation que les syndicats font, ce n'est pas une augmentation que les syndicats demandent, c'est tout simplement une dette qui est due aux enseignants et que ces derniers sont en droit tout simplement de réclamer. Est-ce que cette cause n'est pas beaucoup plus légitime? Des élèves en classe intermédiaire qui ne vont pas passer aux examens, mais aussi les autres élèves en classe d'examen qui vont même voir leur chapitre supprimé. Beaucoup de chapitres ont été supprimés, rien que pour faire le bac ou bien le BFM. Est-ce que ce n'est pas une cause beaucoup plus légitime que les causes précédentes? Bon, permettez-moi de revenir un peu sur le nouveau découpage de l'année scolaire. Parce que quand l'année a été prorogée, on a lancé une alerte pour dire que le nombre de semaines qui a été rajouté est insuffisant pour terminer les programmes. Et d'ailleurs, ils s'en sont rendus compte. Quand les enseignements apprentissages ont démarré, ils ont dû à un certain moment élaguer beaucoup de chapitres des programmes pour les classes d'examen. Juste parce que les enseignants étaient dans l'impossibilité de terminer le programme dans ces conditions-là. Je signale qu'on a perdu beaucoup de semaines, voire beaucoup de mois, et qu'il est impossible de rattraper tout ce temps perdu d'ici la fin août. Parce que le bac est prévu à partir du 2 septembre 2020. Mais il faudrait préciser également, M. Diop, qu'une année achevée, c'est du déjà vécu au Sénégal. Donc pourquoi s'alarmer autant? Écoutez, quand le président décide de proroger l'année scolaire, il se pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, beaucoup de problèmes. Le premier, c'est que les programmes ne sont pas terminés. Même s'ils ont décidé d'élaguer certains chapitres, les enseignants nous signalent qu'aujourd'hui, ce qu'il se passe dans les lycées, c'est des cours qui sont en quelque sorte bâclés. Parce que les gens n'ont pas le temps matériel pour faire correctement le travail. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites un cours dans une matière scientifique et vous ne vous donnez pas le temps d'expliquer, de faire des exercices. Ce qui pose un problème parce que les élèves n'assimilent pas. Maintenant, pour les autres disciplines, ceux qui font les disciplines littéraires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des polycopes. Les cours sont photocopiés et remis aux élèves. Et ça impose un problème d'exploitation. Mais la géographie nécessite quand même beaucoup d'exercices aussi. Mais absolument, c'est une discipline scientifique derrière la géographie. Mais les polycopes que nous remettons à nos élèves, ils en ont des tonnes. Ils ont très peu de temps pour les exploiter avant d'aller au bac. Ça pose un problème. Et ça nous a également amené à nous poser la question de l'éventualité des résultats scolaires aux examens qui risquent d'être catastrophiques. Alors, si maintenant ce matin, on nous informe qu'à l'IF de Thiès, département et Thiès-Ville, les enseignants évaluent leurs propres élèves, on s'est dit attention. Attention, si les enseignants évaluent leurs propres élèves, on est en droit de nous inquiéter sur la sincérité des notes. Et si ce schéma est reproduit à l'écrit, quelle sera la valeur des résultats aux examens? Vous, les évaluations qu'ils ont faites seront sérieuses? C'est la question justement que nous posons en alertant. C'est pour attirer l'attention de l'opinion, mais également des autorités. Pour leur demander également de rectifier le tir. Un enseignant ne peut pas évaluer son élève. Parce que tout simplement, si l'enseignant évalue son élève, quelle est la valeur de cette note réellement? Maintenant, si demain, dans ces conditions-là, on nous annonce de bons résultats au CFE, au BFM ou au BAC, eh bien que l'opinion sache que c'est dans ces conditions-là que les examens ont été organisés. Est-ce que ce n'est pas pour justifier aussi l'année scolaire de bons résultats, comme en 2012, on avait presque de bons résultats, surtout au BFM, avec les deux BFM qui se sont comme pour nous dire que la Covid ne nous a pas empêchés. Voilà. Comme pour nous dire que la Covid ne nous a pas empêchés d'avancer normalement. Justement, c'est ça d'ailleurs la raison de l'arrêt que nous lançons. On a perdu énormément de temps
Et nous, on a dit que dans ces conditions-là, il est impossible d'arriver à des résultats satisfaisants, acceptables. Et ce qu'on voit, c'est des enseignants qui évaluent leurs élèves. Donc l'objet, ou bien la raison principale de cette alerte-là, c'est de dire attention. Alors, si demain les résultats sont bons, eh bien sachez que c'est parce que tout simplement les conditions de l'examen... La problématique majeure pour moi, pour les parents également, reste les classes intermédiaires. 8 de moyenne, tu passes pour le secondaire et 4 de moyenne pour le primaire. Est-ce qu'on peut parler de sabotage en ce sens? Absolument, c'est un sabotage. C'est un sabotage. 4 de moyenne quand même. On ne peut pas faire passer un élève en classe supérieure avec une moyenne de 4 sur 10 ou bien de 8 sur 20. C'est un sabotage. Qu'est-ce que vous aviez proposé? Écoutez, nous, on a été saisis. Je dois d'abord dire que nous sommes membres du G20. Et quand on a été saisi au niveau du G20, on a fait des propositions qui ont été envoyées aux autorités. Malheureusement, ils sont passés outre. Ils ont fait ce qui leur semblait être bon. Et aujourd'hui, on est rattrapé tout simplement par ces décisions inopportunes qui font que nous sommes dans la situation où nous sommes. On a des élèves qui ont fait un premier semestre, qui n'ont pas fait le second semestre, et qui vont pratiquement tous passer en classe supérieure. Parce que dans ces conditions-là, en principe, personne ne redouble. Tout le monde passe en classe supérieure. Et pourtant, on peut dire que la responsabilité, elle est partagée parce que le ministre n'a pas agi tout seul. C'est un consensus, pouvons-nous le dire ainsi, parce que il y avait les parents d'élèves qui ont assisté à la rencontre, ainsi que certains syndicalistes. En tout cas, nous... Bien vrai que la décision finale lui incombe. Nous, au niveau du G20, on n'est pas comptable de cette décision. La seule fois que le ministre de l'Éducation nationale nous a saisi sur la question, c'était au mois de mars, je crois. Nous lui avons envoyé nos propositions. Et depuis, on n'a pas été conviés à une quelconque rencontre. Donc il vous reconnaît, le G20? Écoutez, il ne peut pas ne pas nous reconnaître. Nous sommes des organisations légalement constituées et nous exerçons un droit constitutionnel. Un droit qui nous est donné tout simplement par toutes les lois de ce pays et les conventions internationales. Ils ne peuvent pas ne pas nous reconnaître. Alors, maintenant qu'ils décident pendant un certain temps de discuter avec des organisations de leur choix, nous leur laissons la responsabilité. Mais nous continuons à faire ce qui est notre rôle en tant que syndicat. Les organisations de leur choix, lesquelles? Écoutez, vous les avez cités tout à l'heure. Vous avez dit parents d'élèves, ils ont également consulté des organisations syndicales. Ils ont consulté des organisations de parents d'élèves. Je veux dire des organisations syndicales. Peut-être lesquelles? Oui, mais justement, ils ont consulté le G7. Peut-être le G7, oui. Ils ont peut-être également consulté d'autres organisations. Mais nous, on a été saisis une seule fois par correspondance et on a fait parvenir à ce ministère-là nos propositions et qui n'ont pas été prises en compte. Maintenant, comme je dis, cela ne nous empêche pas de continuer à faire notre travail de syndicat. Nous sommes là pour défendre les travailleurs et nous continuerons à le faire. À chaque fois que le système rencontre des problèmes, nous allons nous prononcer sur ces questions-là. Nous allons proposer des solutions de sortie de crise. Maintenant, qu'il décide de les appliquer ou pas, eh bien, c'est seulement sa responsabilité. Cette crise même continue et son chemin au Sénégal, surtout cette crise sanitaire, et aussi une crise même, on peut dire, économique, entre guillemets, mais la crise sanitaire nous intéresse beaucoup plus, surtout en parlant avec vous. Les élèves, on peut dire, sont sacrifiés. Les enseignants, est-ce qu'ils se sentent actuellement à l'aise, surtout devant les élèves? Tout à fait. Je ne comprends pas. Se sentir à l'aise dans quel sens? Dans le sens où on les force à faire des cours, on peut dire durant la saison des pluies, avec surtout au sud du Sénégal, la pluie qui tombe chaque jour presque. Est-ce que ce n'est pas des problèmes rencontrés par les enseignants malgré eux? En plein hivernage? Oui, bon, j'ai toujours dit que nous sommes des enseignants et que notre travail, c'est d'enseigner. À chaque fois que l'autorité nous appelle dans les conditions réunies, nous répondrons et nous tâcherons autant que possible de faire notre travail correctement. C'est ce qui s'est passé exactement à la date du 25, même bien avant, parce qu'ils avaient d'abord retenu la date du 2 juin. Vous vous souvenez ce qui s'est passé au terminus Liberté 5, quand ils ont décidé de convoyer les enseignants. On a dit à nos camarades, allez-y. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Mais écoutez, on ne peut pas refuser, parce que c'est ça notre travail. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que les conditions
de sécurité sanitaire doit être rempli. Si les conditions sont remplies, on y va. Et il y a eu un protocole sanitaire qui a été produit par les services du ministère de la Santé, lequel protocole énumère l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité des enseignements-apprentissages. Nous avons dit à nos camarades dans tout le Sénégal que si dans votre établissement ces mesures étaient respectées, eh bien prenez service et faites le travail correctement. Faites du mieux que vous pouvez, mais si les mesures ne sont pas respectées, ne prenez pas la responsabilité de ouvrir les salles de classe et de commencer les enseignements. Nous l'avons dit à nos camarades. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes membre du G20 et après les conséquences de la Covid, maintenant les syndicalistes reviennent en force sur le podium des revendications et réclament l'application des accords signés de 2014. Est-ce réellement le moment? Oui, il n'y a pas un temps pour la revendication. La revendication, elle est permanente. À chaque fois qu'il y a des raisons de le faire, nous le faisons. On a signé un protocole d'accord avec le gouvernement depuis février 2014. Et il se trouve que sur ce protocole-là, beaucoup de points n'ont pas été respectés. Je peux juste en citer quelques-uns. Le premier, ce sont les lenteurs administratives. Les lenteurs administratives, je crois que beaucoup de Sénégalais entendent parler de ça, mais ils ne savent pas ce que c'est. Je vais vous expliquer. C'est trop vague même aussi. C'est trop vague d'ailleurs. Alors, c'est quoi les lenteurs administratives? Moi, je vais donner l'exemple concret d'une camarade à moi qui est en service dans l'IF de Saint-Louis. Elle m'a envoyé son dossier. Et qu'est-ce qui se passe? Cette brave dame a eu son acte de nomination depuis octobre 2011. Donc, théoriquement, elle est fonctionnaire depuis octobre 2011. Et ce n'est qu'en mai 2020, c'est-à-dire 8 ans et demi plus tard, qu'elle perçoit son salaire de fonctionnaire. Donc, entre octobre 2011 et mai 2020, et avril 2020, elle a continué à percevoir un salaire de contractuel alors que légalement, elle était fonctionnaire. Alors, ça me permet également de revenir un peu sur ce qu'on appelle les rappels. Quand vous êtes contractuel, vous avez un salaire. Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez un salaire différent. Alors, cette brave dame-là, entre octobre 2011 et avril 2020, je dis qu'elle a perçu un salaire de contractuel alors qu'elle était fonctionnaire. Le différentiel qu'il y a entre le salaire de contractuel et le salaire de fonctionnaire, ce différentiel-là, lui, est dû par l'État du Sénégal sur une période de 8 ans et demi, autrement dit entre octobre 2011 et avril 2020. Imaginez votre employeur qui vous doit votre dû sur une période de 8 ans et demi. 8 ans et demi. Et jusqu'à présent, elle n'est pas payée. C'est ce qu'on appelle un rappel d'intégration. Et cette dame-là, je lui ai dit qu'au moment où... Enfin, je lui ai dit que si les rappels sont payés suivant ce rythme, le rythme avec lequel ils sont payés actuellement, elle ne sera pas payée avant 5 ans. Elle ne percevra pas son rappel avant 5 ans. Imaginez, 2011 à maintenant, ça fait 8 ans et demi. Vous attendez encore 5 ans, ça va faire bientôt 14 ans. 14 ans que votre employeur vous doit de l'argent et ne vous paye pas. Et vous ne devez pas parler. Est-ce que ces revendications de 2014, avec un gouvernement nouvellement élu qui voulait juste s'imposer, mais aussi essayer d'apaiser un peu le climat social, tiennent toujours, parce que depuis lors, les enseignants courent derrière le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement ne peut pas vraiment satisfaire vos revendications? Ce n'est pas à nous de décider ou bien de dire si le gouvernement a la capacité ou non de satisfaire nos revendications. Tout ce que nous savons, c'est que nos revendications, elles sont justes, elles sont légitimes et elles sont justifiées. Nous les avons posées là où nous devions les poser. L'autorité les a examinées et a dit elle-même que ces revendications, ou bien ce protocole d'accord qui a été signé, était réaliste et réalisable. Mais des revendications, des revendications posées par des syndicats d'enseignants, presque on peut dire divisés. Il y a le G7 par-ci, d'autres syndicalistes comme le G20 et autres. Vous-même, vous avez un syndicat. Est-ce que cela ne fragilise pas le mouvement? Je ne dirais pas que ça ne fragilise pas le mouvement, effectivement. Il y a ce qu'on appelle l'émiettement du mouvement syndical enseignant, qui est un problème, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens s'organisent autour de cadres.
on a eu le G20 qui regroupe plus de 20 organisations syndicales. Et c'est pour pouvoir aller d'une seule voix. Tout le monde sait que séparer, rien ne marche. Absolument. Ça nous affaiblit. Les gens en sont conscients. C'est pourquoi on a décidé tout simplement de nous réunir dans des cadres-là pour agir ensemble afin d'avoir plus d'efficacité. Mais vous me permettrez de revenir un peu sur les lenteurs administratives. Je vais encore donner un autre exemple d'un camarade à moi qui est ici à Dakar, à Thiaroye, qui m'a envoyé son dossier. Il n'a pas avancé depuis 2006. Il est dans un lycée de Dakar. Depuis 2006, il n'avance pas. C'est un problème. Alors que normalement, ils sont censés avancer tous les 2 ans ou bien tous les 3 ans. Depuis 14 ans, ils n'avancent pas. Et ce n'est pas des cas isolés. C'est ça la règle aujourd'hui dans la fonction publique. Tout le monde se plaint de ces problèmes de lenteur administrative. Les dossiers des enseignants traînent au niveau du ministère de la fonction publique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis la Covid, ils ont complètement fermé leurs portes, la fonction publique. Ils nous ont donné 4 numéros de téléphone avec une adresse email. Ils nous disent que pour des raisons sanitaires, ils ne peuvent pas nous recevoir, mais que nous pourrions les appeler à partir de ces numéros-là. Et quand vous appelez sur ces numéros-là, je vous dis, 95 fois sur 100, personne ne décroche. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller Madame le ministre de la fonction publique, Madame Maria Massar, pour lui dire que les enseignants souffrent de ces lenteurs-là et que nous attendons d'elle qu'elle traite avec diligence les dossiers des enseignants qui ont besoin d'avancer. On ne peut pas rester dans un grade pendant 14 ans. Est-ce qu'elle prend au sérieux la fonction publique même? Est-ce qu'elle prend au sérieux la fonction publique? C'est la question que vous devriez lui poser. En tout cas, nous, on se pose cette question-là. On se pose cette question-là. Est-ce que cette dame-là a du temps pour le travail administratif? Est-ce qu'elle n'est pas plus préoccupée par d'autres activités politiques? C'est la question que nous nous posons. Mais dans tous les cas, c'est inacceptable. Et les enseignants continueront à réclamer un traitement qu'elle n'est pas à la place qu'il faut. Justement. Est-ce qu'on a toujours les bons profils? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Je donne l'exemple des avancements automatiques. C'est quoi un avancement automatique? Vous êtes à un grade et 2 ans après, vous devez passer à un grade supérieur. Il n'y a pas lieu de réunir une commission. Le ministère de la fonction publique doit juste constater que vous avez fait 2 ans et établir un acte ou bien un arrêté pour vous mettre dans votre nouveau grade. Mais aujourd'hui, pour ces avancements automatiques-là, on vous demande de faire une demande. C'est quoi le sens du mot automatique maintenant? Si on doit faire des demandes pour avoir un avancement qui est dit automatique. Et des gens courent derrière pendant plusieurs années, ils ont d'énormes difficultés pour déposer ces dossiers d'abord, pour que ces dossiers soient traités dans des délais raisonnables, et pour avoir un acte qui matérialise le nouveau grade et qui sera pris en compte dans le traitement salarial. Il était notre deuxième invité. Il s'agit de Cheikh Gaye Diop. Nous vous remercions. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je vous remercie, tout le plaisir est moi, et j'en profite également pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci à vous, Issatine. Bonne fête de Tabaski. Merci à vous aussi, à tous les Sénégalais. Merci également à vos chers téléspectateurs. Et c'est à présent terminé l'édition du soir de ce mercredi 29 juillet. Merci à Moustapha Diop pour la coordination et à toute l'équipe technique. Mille merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et nous nous quittons avec la revue de la presse africaine de Hassan Gueye. Démarrons avec Révolution.sn qui titre « Accident mortel à Yoff, le chauffeur du camion fou et le propriétaire écopent de 6 mois ferme ». Le verdict est tombé dans l'affaire de l'accident qui avait coûté la vie à 3 personnes, dont 2 enfants, à Yoff-Apexi la semaine dernière. Le tribunal a condamné à 6 mois de prison ferme le chauffeur ainsi que le propriétaire du camion, Pape Diop, et mon confrère Moustapha Diassé de préciser qu'en plus de la confiscation de leur permis, ils doivent aussi payer une amende de 100 000 francs CFA. Rapport de la CEP, foire d'irrégularité au sommet et recommandations de poursuite judiciaire affiche cridem.org. Le site mauritanien de faire savoir qu'après 6 mois de travail acharné, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gouvernance foireuse des 11 années du pouvoir de Mohamed Ould Abdelaziz est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce document fleuve de 80 pages relève plusieurs anomalies et dysfonctionnements de l'appareil de l'administration, la violation des dispositions légales et réglementaires et recommande la saisine des autorités judiciaires
compétente au regard de potentielles collisions et conflits d'intérêts relevés sur plusieurs affaires. La commission d'enquête parlementaire a travaillé sur 12 dossiers pour vérifier les conditions d'exécution et les procédures de gestion relatives à 7 thèmes. Le terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott, la Société mauritanienne d'électricité, la fondation de la Société nationale industrielle et minière, un contrat de pêche d'une durée de 25 années signé avec la société chinoise Polyhandong Fishery, le Fonds national de revenus des hydrocarbures, le foncier à Nouakchott. Plusieurs formations politiques concernées ont organisé des concertations internes. C'est le cas, par exemple, de l'Union pour la République et la démocratie, dont Gouagno Coulibaly est vice-président. Lui-même élu contesté de Kati, près de Bamako. Son parti a décidé que les 4 députés dont l'élection est contestée ne puissent pas démissionner. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Nous avons décidé de ne pas démissionner du tout. Nous ne sommes pas d'accord avec cet appel. Selon Gouagno Coulibaly, assorti de possibles sanctions viole la constitution du Mali et n'est donc pas légal puisque les députés sont élus pour 5 ans. Si nous devons démissionner, Ibrahim Boubacar Keïta doit aussi démissionner, martèle le député. Gouagno Coulibaly estime que les missions de la CEDEAO n'ont pas permis d'écouter les 31 députés contestés qui l'ont